Broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Bonjour à tous, je suis Corinne Hirsman, PMI Côte d'Azur, chef de projet de ce webinaire. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce webinaire organisé par la branche Côte d'Azur en collaboration avec la région globale du PMI. Depuis le début de la crise du Covid-19, PMI France vous offre de nombreux webinaires, conférences proposées par nos branches et nos pôles auxquels vous êtes tous conviés. Pour ce webinaire, il y a 252 inscrits et actuellement 240 participants déjà connectés, mais ça monte, ça monte. Avant de démarrer et de passer la parole à notre conférencier Klaus Hirsman, je souhaite remercier très chaleureusement Monique PMI-Marcom et l'équipe de Luc André qui est aux manettes techniques de ce webinaire réalisé avec l'outil GoToWebinar. En tant que participant, votre micro est coupé. Pour poser vos questions, nous vous remercions d'utiliser la section « Questions » à votre droite sur votre écran. Nous aurions une session de questions-réponses à l'issue de la présentation de Klaus. Ce webinaire sera enregistré dans son intégralité, incluant vos questions et les réponses aux questions posées. Maintenant, je souhaite introduire Klaus Hirsman, notre conférencier. Alors, Klaus Hirsman est ingénieur et MBA. Passionné par la finance de l'innovation et de l'agilité stratégique, il va vous présenter aujourd'hui la méthode des options réelles, solution proposée par le MIT. Il a travaillé pendant 21 ans principalement pour des grands groupes américains et européens dont vous voyez les logos, et aussi pour des startups dans le conseil. Depuis 3 ans, il a créé sa propre activité de conseil et apporte cette méthode à de nombreuses entreprises dans des secteurs très divers tels que l'informatique, la construction, les assurances, le spatial ou la défense. En parallèle, il enseigne cette méthode auprès de multiples business schools, l'EDEC, l'EM Lyon, la Schema, l'IAE, dans des programmes tels que le Corporate Finance, l'innovation ou l'Executive MBA. Encore merci à toi, Klaus, pour nous offrir ce webinaire. Merci bien Corinne. Bonsoir à tous et je suis heureux de vous exposer aujourd'hui comment vous, les chefs de projet, pouvez devenir de véritables catalyseurs de l'innovation et de la l'habilité stratégique. Ce sont sans doute des capacités précieuses pour la reprise et pour la compétitivité en général de vos entreprises. Le champ de l'application de notre sujet est assez large et je souhaiterais d'abord commencer à illustrer le sujet avec quelques exemples. Donc, lorsqu'on s'intéresse à l'innovation, bien sûr, on pense d'abord à de nouveaux produits et services assez différenciés, assez profitables, etc. Mais l'innovation peut bien aller au-delà de ces aspects-là et, par exemple, toucher à des aspects commerciaux. Par exemple, on peut imaginer des projets de développement de nouveaux marchés, pénétrer de nouveaux marchés. On peut aussi imaginer de chercher à accéder à l'innovation externe, donc à travers des projets de fusion-acquisition, ou accéder aux brevets ou licences d'une manière similaire. Ou également, on peut considérer l'innovation vraiment dans un sens très anticipé, un peu plus long terme, ou aussi des explorations assez générales. Et en ce qui concerne l'agilité stratégique, il s'agit en fait de la capacité de se montrer agile ou adaptatif ou flexible ou résilient face aux incertitudes auxquelles les entreprises sont exposées dans leur quotidien. Ça peut par exemple concerner la fluctuation du carnet de commandes. Et face à ça, on peut apprécier une agilité qui consiste de disposer d'une production flexible, une production qui dispose des machines qui savent produire des multiples variations ou une grande diversité de produits, et donc de répondre à toute cette fluctuation du marché.
un sujet comme l'usine 4.0 pousse l'idée vraiment très loin parce que on s'aperçoit qu'il y a des marchés qui apprécient une forte personnalisation, customisation des produits, et donc l'usine 4.0 répond avec des moyens de production très flexibles où il y a en effet des îlots de production qui agissent au lieu d'avoir des lignes d'assemblage. Un autre exemple de cette habilité stratégique, c'est les temps de travail flexibles. Et un exemple célèbre de ça, c'est Volkswagen qui l'a introduit dans les années 90. Donc, en fonction du carnet de commandes, les temps de travail étaient plus ou moins élevés et bien sûr aussi les coûts de travail associés. Donc, on voit tout de suite que c'est appréciable d'avoir cette capacité de suivre au marché ou de suivre aux incertitudes qu'on peut avoir parce que on limite les risques, en particulier financiers. Un autre exemple pour l'agilité bien célèbre, c'est tout ce qui est as a service, software as a service, infrastructure as a service, et ça trouve ses déclinaisons encore plus loin, mobility as a service, on n'achète plus de voitures, on les utilise as we go, equipment as a service, oui, on peut maintenant, au lieu d'avoir des machines dans les usines qu'on a achetées, eh ben, on les loue et on les a vraiment dans un modèle pay per use. Pay per use. Et donc ça c'est assez remarquable parce que justement ça nous donne des flexibilités, on s'adapte en fonction du carnet de commandes. Et bien sûr on peut s'imaginer énormément d'habilités. Je voudrais juste mentionner encore une que j'ai rencontrée récemment, c'était des contrats d'achat ou de vente flexibles. Et ça c'est d'ailleurs un exemple que je voudrais vous proposer tout à l'heure très concrètement. Voilà. Donc, nous voyons donc l'innovation, l'agilité stratégique, deux sujets intéressants, précieux pour l'entreprise. Et bien sûr, les idées ne manquent pas. Les idées ne manquent pas, mais il y a tout de même une hésitation. Il y a une hésitation ou presque un blocage pour la réalisation. Et ça, c'est l'aspect financier. Oui, les idées sont là, mais alors le financement, comment est-ce qu'on y parvient? Et ça, c'est lié au fait que lorsqu'il s'agit de l'innovation, eh ben, l'innovation est d'une manière inhérente incertaine. On ne sait pas si ça vaut la peine. J'investis, mais est-ce que mon retour va être là? Donc, dû à cette incertitude, il y a hésitation. Et peut-être certains d'entre vous, vous reconnaissez dans cette, lorsque vous avez fait des propositions, lorsqu'on propose des idées innovantes, souvent la question c'est, mais très bien, mais est-ce que ça va être profitable? Et on n'en sait rien, on ne peut pas le dire parce que c'est nouveau, c'est jamais fait. Donc, que sais-je? Okay, donc, vraiment, on n'est pas forcément à l'aise de ce point de vue d'investissement dans l'innovation. Et similaire, lorsqu'on considère le côté agilité stratégique, eh ben, nous sommes d'accord on a le sentiment que l'agilité stratégique, elle est valable parce qu'elle nous permet justement de faire face aux incertitudes qu'on vit dans notre quotidien. Donc oui, on soit valable. Mais combien c'est valable? Est-ce que finalement c'est rentable d'investir dans la création de ces agilités? Et ben, pour ça, il faut savoir combien ça vraiment vaut l'agilité stratégique de façon à ce qu'on puisse aboutir à une décision méthodique sur la rentabilité de cette réalisation. Mais c'est pas facile. Et donc, puisqu'on a du mal à répondre à ces questions, et ben l'investissement ici est assez difficile à obtenir. Et ben si on a une idée, mais il n'y a pas d'investissement pour la réaliser, l'idée reste ce qu'elle est, une idée. Ça devient seulement une innovation ou une agilité si on a vraiment investi, si on a su investir dans sa réalisation. Donc la question clé, c'est bien sûr comment lever cette blocage d'investissement, comment savoir investir. Et c'est ça que je voudrais vous exposer aujourd'hui, parce que la clé, messieurs, dames, c'est vous. La clé, c'est vous, parce que comment savoir investir, ça dépend énormément de la façon de concevoir votre projet. En fonction de la conception, en fonction de votre façon de concevoir le projet, vous allez vous retrouver avec une représentation financière correspondante. Et c'est en fonction de cette représentation financière que vous allez aboutir à une décision sur l'investissement du projet. Donc, la conception du projet, elle doit se faire
en adéquation avec la situation dans laquelle on se trouve. Et si on est dans cette adéquation, la représentation, elle est pertinente. Et puisqu'elle est pertinente, la décision, elle a tout son sens. Elle est fidèle à toute cette représentation. Par contre, il faut bien être conscient que la conception du projet est vraiment dépendante de la situation dans laquelle on se trouve. Et si la situation est celle de considérer un projet innovant, dans le sens large qu'on vient de discuter, ou de considérer l'installation, la création d'une agilité stratégique, et bien la conception du projet doit être en adéquation avec la situation. Et si c'est le cas, la représentation financière elle va suivre, elle va être aussi en adéquation. Et donc, de cette manière-là, la décision d'investissement, elle va être pertinente. Par contre, vous voyez aussi que s'il y a décalage entre la situation et la conception, on va finir d'avoir une représentation financière inadéquate. Et dans ces cas-là, comment on peut seulement espérer de tirer des conclusions pertinentes sur l'investissement? On ne pourrait pas. Donc, vraiment, ce qui est au cœur de notre considération aujourd'hui, c'est que votre façon de concevoir les projets en fonction, en adéquation avec la situation dans laquelle vous vous trouvez, est absolument instrumentale pour faciliter, in fine, l'accès à ces projets parce que grâce à cette conception, vous allez pouvoir faciliter la décision d'investissement et donc de cette manière faciliter grandement l'accès à l'innovation et à la création de l'agilité stratégique. Voilà pourquoi vous pourriez donc vous considérer vraiment comme catalyseur de ces sujets. Voilà, donc voilà, on a cerné le sujet et je vous propose donc maintenant de tout de suite explorer cette première idée, comment concevoir des projets selon la situation. Ensuite, on va pouvoir considérer un exemple concret que j'ai vécu auprès d'un de mes clients, un cas sur l'agilité, et on va conclure sur les bénéfices, si vous voulez bien. Alors, commençons avec comment concevoir des projets selon la situation. Alors, d'abord, le cas classique que nous connaissons tous, une conception par la méthode Waterfall. Donc, une méthode qui est assez prédéterminée dans son déroulement et elle est tout à fait adéquate pour des situations avec relativement peu d'incertitude. C'est-à-dire, oui, bon, il y a toujours du risk management qui est nécessaire, mais il va être suffisant pour garder le projet, comme on dit, sur les rails. Donc, on est assez confiant que voilà, le déroulement est prédictible. Et on va donc prévoir un déroulement assez prédéfini. Et notre façon de concevoir va donc être de créer dans notre work breakdown structure des tâches. Et voilà, la conception, je me suis permis de la représenter comme bloc de Lego. Voilà, nous concevons notre projet avec ces petits blocs qui, dans le cas de Waterfall, c'est donc des tasks, des tâches. Donc, mon déroulement va être donc, je peux investir dans l'accomplissement d'une tâche, et ensuite dans la deuxième tâche qui suit, ainsi de suite, jusqu'à l'accomplissement du projet. Une fois que le projet est terminé, bien sûr, je peux cueillir les fruits de ce projet, donc je vais lancer le business correspondant en faisant un dernier investissement et récolter donc mon retour sur investissement. Voilà, donc déroulement bien prédéfini, ce qui est très bien parce que c'est en adéquation avec notre situation. Et donc, puisque nous avons donc conçu ce projet de cette manière, et le représenté de cette manière, notre représentation financière va exactement être pareille, c'est-à-dire elle va considérer cet déroulement prédéfini, elle va donc juste considérer tous les flux financiers que vous voyez ici, les investissements, les retours sur investissement. Elle va aussi considérer, puisqu'il y a un décalage dans le temps, une sorte de taux d'intérêt. Et la méthode financière qui fait ça, elle s'appelle la VAN, la valeur actuelle nette. C'est donc une mesure pour la création de valeur ou la profitabilité, si vous voulez. Et donc, une fois qu'on a appliqué cette représentation financière qui est la vanne, on peut faire les calculs de la vanne, et si la vanne est positive, eh ben, on peut se lancer dans le projet. Et la décision d'investir, et donc la vanne, elle est calculée pour t égale 0, donc avant tout début du projet, et la décision d'investissement porte sur le projet entier, c'est-à-dire
tous les investissements qui font partie de ces projets. Voilà un premier cas de figure. Maintenant, les boîtes à Lego des chefs de projet contiennent une plus grande diversité de blocs. Et le deuxième autre type de bloc, c'est bien sûr l'agile, donc les sprints. Et donc, ces blocs-là, on les utilise lorsque le projet n'est pas si certain que ça. Il y a une incertitude, par exemple, sur le scope. Et donc, les sprints vont chaque fois s'adapter au scope. Donc, si je conçois donc mon projet avec ces sprints, tout de même, il y a un investissement qui a lieu pour effectuer une sprint et voilà, il peut s'adapter en scope et continuer avec une deuxième sprint et ainsi de suite pour finalement arriver au bout du projet. Et là aussi, on va cueillir les fruits de nos efforts avec un investissement et lancer le projet et recevoir un retour sur investissement. Donc là, il y a déjà un déroulement un peu particulier parce que enfin bien différent de Waterfall, mais ce qui est remarquable, c'est que si nous décrivons notre projet comme ça, si nous le concevons comme ça, eh bien, nous avons toujours, d'un point de vue financier, décrit un déroulement prédéfini d'un point de vue financier. Donc, la vanne va continuer à s'appliquer et donc, pareil, comme dans le Waterfall, on va décider d'investir dans le projet entier si la vanne est positive. So far, so good. Maintenant, ce qui maintenant devient un peu plus difficile lorsque l'incertitude est encore plus grande. Lorsqu'on aborde vraiment des projets d'innovation, l'incertitude, elle atteint un niveau assez significatif. Et je souhaiterais aborder cette situation justement en contrastant les deux situations. À gauche, une situation plutôt avec très peu d'incertitude, parce qu'à gauche, il s'agit d'un projet qui concerne de créer la version N+1 d'un produit bien établi. Or, à droite, très différent, c'est un produit innovant, mettons une voiture 100% électrique. Donc, si vous regardez d'abord à gauche, la situation, elle est assez connue, la technologie est connue, le marché est connu, donc il est tout à fait pertinent de suivre les façons de concevoir le projet, de le représenter financièrement et de prendre des décisions, de suivre tout ça comme on a vu préalablement avec la vanne. Donc, on a conçu le projet d'une manière prédictible ou avec un déroulement prédéfini. La vanne s'applique et d'ailleurs, elle est tout à fait pertinente et tout marche bien, très bien. Par contre, si je regarde maintenant, par contraste, la situation innovante ici à droite, la situation change. Si je reste dans cette situation innovante, avec les mêmes recettes, si je continue de concevoir mon projet d'une manière prédéfinie, au moins d'un point de vue financier, je vais donc directement utiliser la vanne à nouveau comme manière de représenter financièrement le projet, pardon. Et c'est là où on va se trouver dans un problème. Ici, à droite, vous voyez que si je cherche donc à tirer une conclusion d'investissement avec ces critères, typiquement, dans les projets innovants, la vanne peut être positive pour des scénarios tout à fait crédibles mais optimistes, et elle peut être négative pour d'autres scénarios tout à fait crédibles mais pessimistes. Donc, c'est dans cette situation-là que vous pouvez constater que la vanne n'est plus applicable comme moyen de décision d'investissement, et donc notre manière de concevoir le projet non plus. Et puisque la vanne n'est plus applicable, les décideurs hésitent. Donc ils risquent de délaisser les opportunités, de les laisser peut-être aux concurrents, et de perdre du temps précieux. Et perdre du temps précieux, c'est pas ce qu'on veut, on veut avoir des first mover advantages. Alors si on reste tout de même dans cette idée de concevoir le projet d'une manière un peu prédéfinie, et on finit avec la vanne, et donc on a cette problématique ici, que la vanne nous permet pas vraiment de tirer une conclusion d'investissement, et ben les investisseurs ou les décideurs sont finalement embêtés, parce qu'il ne reste que deux stratégies d'investissement. La première stratégie d'investissement, c'est bon, d'accord, alors écoutez, je vois qu'il y a une belle opportunité,
donc j'ai envie de prendre les risques et de m'y lancer. Donc les gens prennent les risques, ils investissent au profit d'avoir accès à cette belle opportunité. Mais c'est certainement pas quelque chose qu'on peut faire systématiquement. On peut pas tout le temps jouer au casino de Monaco avec son argent. Donc c'est pas quelque chose qu'on peut faire tout le temps. C'est pour ça que une autre approche face à cette situation d'indécision de la vanne, eh ben, c'est de dire non, je fais le contraire. Je vais plutôt utiliser la deuxième stratégie. Je vais plutôt être prudent. Je vais seulement investir lorsque c'est assez sûr que je gagne de l'argent. Et ben, c'est tout de même embêtant parce que, évidemment, à ce moment-là, je me coupe beaucoup d'opportunités d'innovation virtuellement tous, et donc, c'est certainement pas quelque chose qui est viable pour une entreprise, quelle qu'il soit. Donc, ce qui serait idéal, c'est en fait, dans une telle situation, de garder le mieux des deux stratégies, donc d'avoir plein accès à une opportunité tout en gérant les investissements prudemment. Ça serait superbe dans cette situation. Et bien la bonne nouvelle est qu'une telle stratégie existe, une telle stratégie d'investissement existe, et c'est la stratégie d'investissement flexible. Et c'est une stratégie qui était proposée par le MIT, et elle devient faisable dès lors qu'on conçoit le projet d'une manière adéquate. Et c'est ça ce que je voudrais vous exposer maintenant. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, allons-y. Alors, l'idée, c'est de structurer le projet en étapes, où chaque étape résout une incertitude. Chaque étape doit résoudre une incertitude, comme les faisabilités techniques, des questions sur l'acceptation des marchés, etc. Donc, voilà notre nouveau bloc de conception de projet. Un bloc de conception qui investigue une incertitude. D'ailleurs, en son intérieur, il peut être tout à fait fait avec des tasks organisés par Waterfall ou par des sprints organisés par Agile. Mais ce qui compte, c'est qu'à la fin, on a investigué l'incertitude, c'est-à-dire à la fin, on peut observer les résultats de cette investigation. Ce qui avant était incertain trouve maintenant sa certitude. On a appris quelque chose. Et suite à ça, on peut ajuster la suite du projet selon les flexibilités, selon les possibilités que nous avons pour continuer. Voilà notre nouveau bloc de conception de projet. Et ce qui est intéressant avec ce bloc de projet, c'est que financièrement, il peut être représenté comme une option réelle. Et ça s'applique donc pour des situations avec incertitude. Je investigue d'abord l'incertitude de façon à ce que j'investigue d'abord l'incertitude de façon à ce que je puisse la lever et voir les résultats. Et selon les résultats, je navigue pour la suite de mon projet selon les flexibilités ou les options que j'ai pour sa suite. Voilà les trois éléments qui font une option réelle. L'incertitude, la capacité d'observer les résultats de cette incertitude et la flexibilité. Et lorsque j'ai une telle phase de projet, la beauté, c'est que je peux la représenter financièrement d'une manière adéquate. Et la représentation financière adéquate, c'est une option réelle. Et lorsque je fais cette valorisation, on peut bien sûr se demander, mais qu'est-ce que c'est au juste la valeur d'une option? Et en fait, c'est rien d'exotique, c'est tout simplement égal de la vanne plus la valeur de la flexibilité. Voilà. Donc voilà. Voilà comment, voilà les bases, notre brique de base. Et ce que je vous propose maintenant, c'est allons-y, faisons usage de cette brique de base pour voir comment ça fonctionne. Je vous propose donc de considérer notre cas d'une voiture électrique qui est notre produit innovant et on cherche à le développer. Donc, je vais donc concevoir mon projet avec ces briques-là, avec ces options réelles. Donc, je vais commencer peut-être avec une première phase où je m'intéresse à investiguer la faisabilité technique. Et je peux le faire en construisant peut-être une prototype. À nous d'être
créatif pour savoir comment nous pouvons investiguer cette incertitude. Donc maintenant, je me mets à concevoir mon prototype, à chercher à concevoir mon prototype, donc je fais mon premier investissement. Et ben, évidemment, à la fin, je peux savoir si c'était faisable ou pas. Si c'était pas faisable, stop, je peux pas aller plus loin. Par contre, si c'était faisable, je peux aller plus loin et je peux continuer dans mon projet et je peux me tâcher à investiguer une autre incertitude que j'ai, par exemple autour de l'acceptation du marché d'une voiture 100% électrique. Donc, je positionne ma technologie que j'ai développée en première phase, je la positionne sur le marché des voitures électriques, 100% électriques, et je veux savoir si le marché répond favorablement à ça. Donc je peux faire un deuxième investissement et concevoir peut-être un produit de démonstration que je montre au marché. Et donc à la fin de cette phase-là, j'ai une vue très claire sur l'accueil du marché. Donc peut-être le marché l'accueille bien, et en quel cas je pourrais encore faire un autre investissement pour vraiment industrialiser mon produit, le montrer peut-être à des salons d'automobile, pour ensuite lancer la production et créer des retours sur investissement, c'est peut-être une production déjà assez conséquente si ça se passe comme attendu, mais peut-être il y a un véritable engouement pour mon produit, et donc hop, je fais un investissement encore plus fort pour avoir un retour d'investissement encore plus fort. Mais il y avait encore une autre phase que j'ai pas encore complètement finie. Il y avait cette phase d'investigation là, de positionnement sur le marché de ma technologie. Et peut-être je vais trouver que finalement les gens, le marché n'a pas trop accueilli cette idée-là d'une voiture 100% électrique. Maintenant, c'est pas forcément raison de s'arrêter. On peut tout à fait dire alors, allez, je vais pivoter, je vais positionner ma technologie sur un autre marché, mettons le photovoltaïque. Et là, de nouveau, je peux observer si c'était bien accueilli ou pas. Si c'est pas le cas, peut-être je dois m'arrêter là. Ou sinon, je continue à investir pour industrialiser et lancer le produit et créer une retour sur investissement. Oh, on peut déjà voir les résultats. Ce que vous voyez là, c'est un projet qui a une structure très différente par rapport à ce qu'on a vu tout préalablement. Préalablement, c'était un environnement prédéfini. Or là, pas du tout. Vous voyez qu'il y a une véritable arborescence. Une arborescence qui exprime que le cours de ce projet peut prendre une variété de cheminements. Et aujourd'hui, nous ne savons pas encore lesquels. Ce qui est appréciable dans cette représentation, c'est que là, vous avez conçu un projet qui est en phase avec la description de ce qu'un innovateur peut décrire. Un innovateur, il peut dire, bah, je suis tout à fait excité par mon idée parce que si tout se passe bien, le potentiel est énorme. Mais en même temps, bien sûr, l'innovateur va vous dire, oui, mais évidemment, je ne suis pas certain, peut-être ça se passe pas du tout comme ça, peut-être j'ai des résultats honnêtes, mais pas aussi extraordinaires, ou peut-être un peu un plan B qu'on a dû lancer, ou peut-être on a réussi finalement à faire rien du tout, donc peut-être on n'a rien. Mais si jamais on investit, bien sûr, un entrepreneur, il, il irait pas à pas, il ne progresserait pas, il n'irait pas tout de suite vers le grand investissement vers la fin. Mais ce qu'il ferait, c'est il progresserait pas à pas. Et à chaque pas, comme vous voyez ici, pas à pas, et à chaque pas, on va apprendre des choses pour naviguer, pour savoir quel cheminement ce projet doit prendre. Et ça, c'est tout à fait ce que vous avez peut-être déjà entendu comme démarche d'effectuation, ou aussi Lean Startup, c'est-à-dire on prend une démarche qui est vraiment pas à pas, où successivement, itérativement, on apprend des choses et on navigue. On cherche pas à prédire ce qui va se passer, mais on va plutôt naviguer, on va découvrir ce qui va se passer. Et c'est ça qui est précieux. Ce que on va aussi considérer, c'est quelles sont les pertes acceptables si jamais je me lance. Si ici, au départ, je décide à me lancer, quelles sont les pertes acceptables que je peux subir et qu'est-ce qui peut se passer dans cette branche? Combien j'aurais perdu? Dans cette branche, combien j'ai perdu? Est-ce que c'est acceptable? Donc, vous voyez que cette façon de concevoir notre projet a les vertus d'être en phase avec les réalités de ce que l'innovateur peut dire. Et il a aussi les vertus
d'avoir une démarche qui est tout à fait inspirée par ce que font les entrepreneurs. Une démarche prudente, pas à pas, on navigue et on pivote, etc. Maintenant, la beauté de cette représentation, de cette façon de concevoir le projet, eh ben, c'est que financièrement, on peut le représenter de manière adéquate et fidèle à ces projets d'innovation. Et puisque la représentation elle est fidèle et adéquate, on peut aussi espérer de tirer une décision, d'en tirer une décision d'investissement la plus pertinente possible. Et de gagner ainsi un meilleur accès, un accès optimal à l'innovation. Donc allons-y, comment est-ce qu'on représente financièrement un tel projet? Alors, cette dernière phase ici, sans surprise, c'est bien représenté par la vanne, parce qu'ici, il n'y a plus d'incertitude et de flexibilité. J'investis, donc, fais mon premier investissement et je reçois mon retour sur investissement. Pareil sur ces phases-là. Par contre, si je regarde la phase précédente, si je la lance en faisant l'investissement numéro 3, je ne vais pas recevoir un retour sur investissement. Non, ce que je vais recevoir, c'est l'accès aux phases suivantes qui, elles, vont me produire un retour sur investissement. Et donc, cette phase numéro 3 ici, elle est correctement représentée comme option réelle. Sans surprise, nous avons conçu cette phase exactement comme ça. Et pareil, cette phase ici en bas, c'est représenté correctement comme une option réelle. Cette phase précédente ici, c'est une option réelle sur la phase précédente, suivante, qui est une option réelle sur les retours sur investissement. En d'autres termes, financièrement, la phase 2 est correctement représentée comme une option réelle sur l'option réelle sur le retour sur investissement. Et vous l'avez compris, la première phase est exactement pareille, elle est représentée correctement comme une option réelle sur la suite, sur les retours sur investissement. En d'autres termes, cette première phase et peut être représentée correctement comme une option réelle sur l'option réelle, sur l'option réelle, sur les retours sur investissement. Voilà. Toujours est-il que ce que ça veut dire, c'est que nous sommes capables de valoriser correctement ces projets, et donc à t égale 0, nous sommes tout à fait capables de dire combien vaut cette option réelle que nous achetons si nous faisons le premier investissement dans cette première phase. Et si l'option réelle a une valeur supérieure à ce premier investissement, eh ben, il est raisonnable d'investir. Et ce qui est remarquable, c'est que le scope de notre décision est limité à juste la prochaine phase. Les autres investissements suivants, ces décisions ne sont pas encore prises. On verra bien, suite aux observations qu'on a faites, on verra bien quel chemin notre projet va prendre. Et bien sûr, un autre aspect de notre décision d'investissement, c'est les pertes acceptables. Mais ça, c'est une considération qu'on fait une fois au début du projet. Et à la suite, on va tout simplement à chaque fois se demander, OK, où est-ce que j'en suis? Et si j'investis dans la prochaine phase, je m'achète une option sur la suite. Est-ce que cette option vaut l'investissement? Si oui, on y va. Voilà, donc grâce à cette façon de concevoir le projet, nous disposons donc d'une représentation financière en adéquation avec le business case, avec le projet innovant, et nous disposons aussi d'un rationnel financier clair pour aboutir à une décision d'investissement. Alors, en quoi cette façon de progresser, de procéder est précieuse? Parce qu'elle elle livre sur la stratégie numéro 3 que nous avons discuté tout à l'heure. Elle nous permet d'avoir évidemment accès à ces succès qui nous fait rêver, mais en même temps, il nous permet de gérer nos investissements avec prudence. C'était ça ce qui était attrayant dans cette troisième stratégie d'investissement qu'on a discuté tout à l'heure, la stratégie flexible. Okay. Et en quoi consiste donc cette gestion prudente des investissements? Eh bien, premièrement, vous avez vu que on investit successivement, seulement lorsque ça vaut la peine. C'est-à-dire, on progresse, on investit aussi longtemps que justifié, mais on s'arrête aussitôt que nécessaire. C'est-à-dire, en quelque part, on paye le juste prix. Deuxièmement,
On s'assure que les profils d'investissement est en phase avec le profil des risques. Donc, au départ, on a les plus d'incertitudes, donc l'investissement devait être le plus faible. On doit s'assurer de ça. A contrario, à la fin, l'investissement, le dernier investissement, ou les derniers ont seulement lieu lorsque toutes les incertitudes se sont préalablement résolues avec succès. Donc là, il y a relativement peu de risques. Donc, par conséquent, ces investissements peuvent être les plus substantiels. Voilà, donc on s'assure de ça. Et bien sûr, un autre point de gérer nos risques d'investissement, c'est la flexibilité d'ajustement. Nous l'avons discuté ici. Au lieu de arrêter le projet, eh ben, on peut tout à fait engendrer un pivot pour voir si ça nous permet tout de même de valoriser notre technologie. Ou même si ici on arrête, on peut toujours vendre les assets pour récupérer une portion des investissements. Donc voilà, on ne se laisse pas abattre comme ça, on cherche toujours à récupérer les investissements. Donc voilà, de quelle manière votre façon de concevoir le projet permet finalement de livrer sur ou de réaliser cette stratégie d'investissement qui nous donne accès à l'opportunité tout en gérant prudemment l'investissement et nous donne un véritable rationnel d'investissement. Aussi un dernier mot sur la culture d'entreprise. Typiquement, arrêter un projet, c'est vu comme un échec. Pas ici, du tout. Ici, on arrête le sujet si on a découvert qu'il faut l'arrêter. C'est-à-dire, arrêter un projet n'est pas un signe d'échec, mais c'est signe d'apprentissage. Comme l'appelait Google, fail fast. Voilà comment les chefs de projet peuvent devenir en tant que catalyseurs de l'innovation. Et ce que je vous propose, c'est de passer tout de suite à un exemple de cas industriel en ligne que j'ai vécu sur l'agilité. Et comme ça, vous voyez comment ces mêmes techniques peuvent être utilisées pour mettre en place de l'agilité. Donc, ces cas concernaient donc un projet de achat flexible. Et en fait, mon client, c'était donc un opérateur télécom qui était approché par un fournisseur et le fournisseur lui faisait une bonne offre si seulement il signait maintenant. Donc ils étaient enclins à signer immédiatement, mais le problème c'était il y avait une incertitude sur le bon dimensionnement de cet équipement télécom. Donc ils se sont dit ok, peut-être il y a un grand marché, donc il faut faire un grand investissement, il y a un grand retour sur investissement, ou peut-être il y a un petit marché, donc il faut faire un petit investissement dans un petit équipement pour avoir un petit retour sur investissement. Donc il y avait vraiment cette incertitude. Donc dans cette incertitude, on peut appliquer la stratégie numéro 1 qu'on a discuté tout à l'heure. Et la stratégie numéro 1, c'est allez, je prends le risque, je commande le grand équipement et j'espère que tout se passe bien. Donc, dans ces cas-là, voilà comment ça se représente. J'ai fait mon premier investissement 100 dans le grand équipement. Donc, le fabricant va prendre le temps jusqu'à t égale 2 pour fabriquer l'équipement. Il va rentrer en fonctionnement. Et si le marché était effectivement grand, donc les paris étaient un succès, eh ben, je vais générer un retour sur investissement substantiel, donc mettons ici 150. Si je calcule la vanne pour ce scénario, elle est très positive, très bien. Par contre, on n'est pas du tout certain de ça, 33% de chances peut-être d'y arriver. Et ben, sinon, 67% de chances qu'on s'est trompé et que le marché était petit et va donc donner un rendement uniquement de 90. Et donc, si je calcule la vanne pour ces scénarios, on a la grosse perte, on n'est pas content. Donc, si je calcule la vanne attendue de ces deux scénarios, et d'ailleurs, ici, j'ai pas encore fait utilisation de flexibilité, donc ça se fait tout à fait avec une moyenne pondérée. Je trouve une vanne attendue qui est négative, moins 7,6, donc on ne veut pas y aller. À moins qu'on a vraiment envie de prendre des risques et jouer à l'autre, mais comme je disais, c'est pas quelque chose qu'on veut toujours faire. Alors ils se sont dit, alors considérons de couper ces branches-là, on va dès le départ uniquement se focaliser sur les petits marchés. Est-ce que ça serait sympathique? Donc, ils font des petits investissements et font construire des petits équipements. À t égale 2, ça rentre en service et les retours sur investissement est 90. Voilà, ça nous donne une vanne pour des petits scénarios de 5,8, légèrement positif.
on est dans les eaux tièdes, personne n'est vraiment excité, et surtout, on n'est pas très, très content parce que d'emblée, on a négligé cette belle opportunité du gros marché, et peut-être on a même laissé à des compétiteurs, donc c'est pas génial. Donc mon client s'est dit, non, ni stratégie 1, ni stratégie 2 nous plaît, il nous faut agir différemment, et ils ont pris donc justement cette approche de concevoir un projet d'une manière, avec une option réelle. Et voici comment ils se sont pris. Donc ils se sont dit, on va créer une option réelle. Cette option réelle va donc nécessiter que je puisse investiguer mon incertitude, donc je vais lancer une étude de marché pour savoir, à un moment donné, quelle est vraiment la taille du marché. Et j'ai aussi besoin de flexibilité, sinon je ne dispose pas d'une option. La flexibilité, je vais la négocier avec mon fournisseur. Je vais demander à mon fournisseur d'équipement de me accorder le droit d'ajuster la taille de l'équipement en cours de route. C'est-à-dire, je vais jusqu'à T égale 1, faire un investissement d'abord dans le petit équipement, une première partie du petit équipement, plus je vais investir dans l'étude de marché, de façon à ce qu'à T égale 1, je peux observer les résultats. Et j'ai une vue assez confiante sur la taille du marché. Et c'est justement là que je fais usage de la flexibilité ou de l'agilité que j'ai négociée avec mon fournisseur. Et donc, je vais donc dire, faire fournisseur, voilà, si je trouve que le marché est grand, je vais compléter mon investissement pour aboutir au grand équipement. Je vais donc adresser le grand marché, cueillir les fruits du grand marché, plus 150, et la vanne pour cet scénario de grand marché va être positif. Très bien. Par contre, si à T égale 1, je trouve que non, le marché est petit, là aussi je vais ajuster mon investissement, je vais juste payer les restants dus pour faire le petit équipement, je vais passer à plus, donc recevoir 90, et la vanne pour ce petit scénario va être 3,8, et ben on est content, on est content. Si je valorise l'option, la valeur de l'option ici à T égale 0, je peux calculer qu'elle vaut 13,5. Donc, la valeur de l'option nette est positive, on peut investir. Mais plus que la réponse, la question est-ce qu'on peut investir ou pas, la question est plutôt, mais si jamais je devrais payer mon fournisseur pour m'accorder cette flexibilité, cette agilité, et après tout, il pourrait, parce qu'il pourrait être embêté de me laisser cette liberté pendant jusqu'à t égale 1, peut-être il est embêté, donc il veut être compensé, donc jusqu'où je peux aller. Avec ces calculs-là, nous pouvons nous comparer avec les cas précédents, les résultats des stratégies 1 ou 2, pour considérer la différence. Et la différence, en fait, c'est la valeur de l'agilité. Et donc là, mesdames et messieurs, vous voyez qu'on est tout à fait capable de valoriser la flexibilité ou l'agilité. Et donc, c'est précieux pour nos considérations de profitabilité et aussi pour les négociations avec le fournisseur. Bien sûr, on aurait pu aussi prendre d'autres, en regardant cette arborescence, on peut prendre d'autres limitations. On peut se dire, oui, finalement, je vais peut-être faire en sorte que je ne paye pas plus que 3 à mon fournisseur pour cette flexibilité parce qu'en aucun cas, je vais avoir une panne négative, etc. Mais ce sont d'autres considérations. Clé ici, c'est on est capable de déterminer la valeur de la flexibilité ou de l'agilité et donc on sait négocier. Voilà. D'ailleurs, et pour terminer l'histoire, dans les cas réels, le fournisseur n'a rien demandé en échange pour la flexibilité. Or, elle apporte beaucoup de valeur au projet, donc le fournisseur aurait pu le faire. Dommage. Voilà. Donc voilà l'application. Et je voulais donc finir avec juste une wrap-up sur une récapitulation des bénéfices que nous avons pu rencontrer aujourd'hui au sujet de cette méthode des options réelles pour l'innovation et pour l'agilité. Donc pour l'innovation, nous avons vu qu'on investit les bons montants parce que et on gère les risques, on va aussi loin que justifié, etc. Donc on optimise les investissements, on paye le bon prix. Deuxièmement, on sait investir là où d'autres ne pourront pas y aller s'ils restent avec la vanne et la conception de la vanne. Donc, nous sommes en position de créer des avantages compétitifs. Ensuite, on décide plus vite, parce qu'au lieu d'hésiter, on est capable de créer un projet et de dire, voilà, nous savons pas où ça va, quel va être le scénario qui va se déployer, mais l'opportunité de se lancer dans la première phase vaut qu'on se lance. Et bien sûr, ça crée une culture d'innovation parce qu'on ne demande plus aux innovateurs, mais très bien, merci pour l'idée, mais est-ce qu'il est profitable? On n'en sait rien, mais là, tous les vents deviennent
source d'idées parce qu'ils peuvent exprimer en fait leur idée et l'exprimer en disant voilà l'opportunité que je perçois que ça crée. Donc ça donne toute une autre dynamique. Et pour finir avec l'agilité, très similaire, on peut quantifier, on a un cadre de valorisation, donc on peut assurer la profitabilité de notre investissement dans la stratégie l'agilité stratégique ou orienter nos négociations avec les fournisseurs. On est plus rapide grâce à cette cadre rationnel de valorisation et les gens peuvent donc plus facilement donner visibilité de leurs idées et donc ça soutient aussi une culture d'agilité. Voilà, voilà, c'est déjà tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous remercie pour votre intérêt et je profite bien sûr aussi pour remercier énormément à PMI France, à Monique, à Luc André et à toute son équipe pour avoir rendu possible cette webinaire. Et j'espère que la petite brique que je montre à droite en haut vous inspire et vous sera utile. Voilà, et je suis disponible pour les questions et réponses. Et si ça vous souhaitez aller plus loin avec ces genres de considérations, bien sûr, je suis à votre disposition pour soutenir ces genres de démarches. Merci Clarence, merci pour ta présentation. Nous allons donc procéder maintenant à des questions-réponses. On en a reçu beaucoup, beaucoup d'intérêt du côté de Ben Johnson, et on va prendre une de tes questions, Ben. Nous avons reçu, donc merci. Je vais commencer par une question plus générale, qui est le chef de projet n'étant pas toujours associé à la business analysis, comment pourrait-il influer sur la décision d'entreprendre le projet? Oui, c'est effectivement une bonne question. Oui, c'est effectivement une bonne question. Les chefs de projet, à un moment donné, est tout de même appelé à cette business analyse, intervenir dans la business analyse, ou plus tard, lorsqu'on prend l'approche de la vanne et on est demandé mais combien de temps ça prend et combien ça va coûter. Et dans un premier temps, c'est pas la peine de commencer tout de suite avec les options réelles. Dans un premier temps, il est précieux de poursuivre une démarche traditionnelle, de continuer avec la vanne, et par contre, ensuite, de se poser vraiment honnêtement la question, est-ce qu'il y a des scénarios où la vanne peut basculer de positif à négatif? C'est ça qui est vraiment expression de notre niveau d'incertitude. Et si notre niveau d'incertitude est tel que la vanne bascule, et ben c'est là où les chefs de projet qui ont travaillé déjà avec l'équipe business pour mettre en place cette première démarche qui utilise la vanne, et ben c'est là où les chefs de projet peuvent ensuite réinchérir et peuvent dire, ok, il existe une autre façon d'avancer. Donc quelque part, les chefs de projet peuvent partager cette compétence avec l'équipe business pour donc implémenter une démarche qui est plus adossée à une démarche de Lean Startup ou une démarche d'effectuation. Merci. Je voudrais reprendre. Unmuted. Désolée, on n'avait pas le micro. Pardon. Ok, la question, merci Ben pour cette question. La question était en fait comment est-ce que cette façon d'investir de manière dynamique peut être en phase avec
avec la budgétisation d'une entreprise qui en fait est plutôt rigide. En fait, ce qui convient, c'est de prévoir dans le budget une enveloppe qui permet d'aller au bout de ces projets, mais on dit tout à fait que cette enveloppe va ou va pas être exploitée pleinement, on verra bien. Maintenant, si on va un peu plus loin, cette considération mérite d'être faite aussi à un niveau portefeuille de projet. En fait, on n'a pas forcément besoin de prévoir un budget pour chaque fois le maximum d'investissement que chaque projet pourrait nécessiter. On peut tout à fait se dire que certains projets vont aller à leur bout, d'autres non. Donc, on peut avoir une enveloppe pour le portefeuille qui n'est pas la somme des enveloppes maximum de chaque projet. Donc, on peut le pondérer. Et tout à l'heure, avec l'arborescence, on a vu qu'il y a certaines probabilités d'aller dans certaines branches. Et donc, ça nous permet, en fait, lorsqu'on a beaucoup de projets, d'avoir une idée avec quelle probabilité tel investissement aura lieu. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Merci. Merci. Question suivante. L'arbre des probabilités peut être très subjectif, surtout après plusieurs phases. Comment contrôler ce biais cognitif? C'est une belle question. Oui, magnifique comme question, effectivement. Effectivement, ce que nous cherchons ici à faire, c'est de donner expression d'abord de notre incertitude. Dans cet arbre où on donne des probabilités, en fait, on donne aussi, on décrit en fait les scénarios, les événements qui peuvent se produire, et chaque événement est décrit par la valeur financière à laquelle elle peut aboutir et la probabilité associée pour y arriver. Donc, ça c'est donc donc on cherche d'abord de cette manière à exprimer notre incertitude. Et là, on n'est pas encore dans le monde des options réelles. Dans le monde des options réelles, on est lorsque on dit face à ça, je vais me montrer, je vais faire usage de la flexibilité. Mais effectivement, pour valoriser une option réelle, il faut avoir décrit d'abord cette incertitude. Et il faut donc effectivement avoir une description assez raisonnable de nos événements en termes de valeur et en termes de probabilité. Alors, comment éviter une bias ici? Je dirais, on évite de la même manière qu'on évite les estimations de valeur. On essaye d'avoir un maximum de input, de demander les experts. On essaie d'être aussi exhaustif que possible pour capter de l'expertise et la représenter. Parce qu'il faut bien être clair, nous sommes en train de faire du forecasting. On ne sait pas quel événement va avoir lieu dans l'avenir, mais on peut seulement dire, si je me mets dans un tel scénario, je cherche à le décrire, et je cherche à le décrire de la meilleure manière que je puisse faire. Okay. Mais personne ne peut vraiment dire si ça va se produire. Par contre, je peux me tâcher à cueillir toute l'expertise disponible pour les décrire au mieux en termes de probabilité et en termes de valeur. Et ensuite, voilà, comment les rendre plus crédibles et éviter les bias. Bon, les méthodes classiques, on demande le maximum de personnes, on a un œil critique, on évite d'avoir des outliers, donc des valeurs trop extrêmes. Et ensuite, il faut tout de même apporter un jugement business, peut-être avec des comparatifs. Voilà, le but du jeu, c'est de décrire de cette manière des scénarios qui peuvent se produire. Et par contre, on ne dit pas lequel va se produire et on cherche à décrire les cheminements qu'on peut prendre pour arriver à un de ces scénarios in fine. On a une question similaire sur la partie coût. C'est comment finalement, on a répondu à la partie incertitude, donc pourcentage, mais comment finalement évaluer le coût de chaque brique?
Oui, très vite. Parce que la clé de chaque brique, c'est tout simplement l'effort qui est nécessaire pour lever l'incertitude. Et c'est à chaque chef de projet d'imaginer comment on peut se lever cette incertitude. Donc, je donne l'exemple d'une incertitude sur la faisabilité technique d'une voiture 100% électrique. Comment je peux lever cette incertitude sur cette faisabilité technique? Ben, peut-être je cherche à construire un prototype. Donc, le coût de cette phase et la durée de cette phase, ben, c'est tout ce qui est nécessaire pour chercher à construire un tel prototype. Et pour arriver à une observation à la fin, est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas? Voilà. Donc, et au sein de ces phases-là, on peut tout à fait déployer des méthodes de conception qui sont soit waterfall ou agile. Alors, il y a une question. Alors, les questions suivantes. Après, Unmuted. mince. Ok. Cette question, en fait, ça dépend vraiment d'entreprise en entreprise. C'est difficile à dire, difficile à comparer. Ça dépend des projets d'innovation, ça dépend de leur profil, combien de phases il y a, etc. Je ne peux pas répondre malheureusement d'une manière générale à cette question, parce que voilà, c'est vraiment trop individuel, ça dépend de l'entreprise. Ok. Auriez-vous des lectures à recommander sur le sujet? Oui, donc l'œuvre classique à ce sujet s'appelle Real Options, c'est de Copeland and Tikhonov, et je peux je peux vous fournir les références bibliographiques. Donc je le ferai dans l'article qui va être publié à la suite. Je prends le point. Merci. Nous arrivons à la fin des questions. On passe à la suivante. Donc, pour terminer ce webinaire, un grand merci à Klaus pour cette conférence très instructive et intéressante. Un grand merci aux 385 participants. On a eu 852 inscrits. Maintenant, quelques informations d'ordre logistique. Vous avez le code CPU qui s'affiche à l'écran. Nous souhaitons attirer votre attention sur les prochains webinaires co-organisés par PMI Région Globale. Le 16 septembre, vous aurez le leadership au féminin qui est animé par une jeune députée sénégalaise et organisé par PMI Sénégal. Le 24 septembre, et si PMI s'était aussi partagé mon imaginaire, qui est organisé par le pôle Cergy Île-de-France. Le 30 septembre, la saga Citroën animée par le petit-fils lui-même d'André Citroën. Et le 8 octobre, Devenir agile, les enjeux de la transformation, donc très d'actualité, organisé par la branche Aquitaine. Donc, une courte enquête de satisfaction vous sera proposée à la fermeture de ce webinaire. Merci d'y répondre et de nous proposer, si vous le souhaitez, des sujets en lien avec vos attentes. Nous enverrons aussi un lien du replay à la fin. Pour votre information, toutes les questions que vous avez posées à Klaus, qu'elles soient répondues ou non au cours de ce webinaire, seront transmises dans un article que vous recevrez très prochainement, que vous retrouverez très prochainement sur le site pmifrance.org. Merci d'avoir participé à ce webinaire. Les chefs de projet catalyseurs de l'innovation et de l'agilité stratégique, organisé par la branche Côte d'Azur. Nous espérons que vous avez apprécié ce webinaire. Bonne soirée à tous.